Bonjour les bipèdes, bienvenue pour un petit numéro alors rapide. Et oui, pour une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci on va vraiment s'y tenir. On va pas vous lâcher pendant le mois d'août, non, jamais. On va faire peut-être une émission un peu plus courte donc aujourd'hui, et il y en aura une autre un tout petit peu plus tard, je pense d'ici une bonne semaine. Et pour vous parler tout simplement du SIGGRAPH, puisque c'est l'événement du mois d'août. On avait couvert l'événement du mois de juin, qui est donc le festival d'Annecy. Et puis là, au mois d'août, c'est le festival du SIGGRAPH, le SIGGRAPH. Donc il se passe à Vancouver. Donc bonjour, moi je suis le Doc, et je suis accompagné aujourd'hui de mon ami Géco. Salut Géco. Salut les bipèdes! Vous m'avez vraiment manqué. Je vous fais un cœur avec les doigts. Effectivement, ouais, le SIGGRAPH, c'est un peu mon moment, quoi. Le SIGGRAPH, c'est un peu le truc qui me tient particulièrement à cœur. Moi, c'est vraiment un événement qui me, je vais pas dire ça, si je vais le dire, transcende. Je fais communion avec toute l'industrie de la 3D. Je vois des conférences un peu techie. Je vois les copains que je vois jamais parce qu'ils sont tous partis à droite à gauche dans le monde ou dans le sud de la France. Enfin, vraiment. Sauf que cette année, je me suis fait voler mes papiers d'identité, le passeport, tout ça. Du coup, je les suis pas au SIGGRAPH. Tristitude dans mon cœur. J'y suis à l'intérieur du site web parce que cette année, on a une version hybride du SIGGRAPH de l'événement SIGGRAPH. On a une version qui est à moitié online et à moitié IRL, donc dans la vie réelle. Donc on a un site web qui nous permet d'assister à certains types de conférences, pas toutes, mais heureusement on a avec nous deux invités et pas des moindres. Je vous laisse vous présenter les gars. Ouais, non, oui, les gars un peu sympas. Alors pour une fois, nous avons, pour une première un petit peu, une double collaboration avec, alors d'un côté on a Christophe Biqueret qui est de Range Computing. Salut Christophe. Et pas que. Bonjour. Bienvenue et merci. Donc là, tu es en direct au moment où on enregistre, de Vancouver. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et puis, voilà. Avec t'as une grosse chemise rouge à carreaux ou pas? Comment? Pardon? T'as une grosse chemise rouge à carreaux et tu bois du sirop d'érable avec de la bière ou? Alors, peut-être en fin de soirée, mais là, non, en ce moment, non. Parce que pour vous, en plus... Il faut que tu mettes un petit peu dans l'ambiance, là. Hein. Essaie d'imiter, je sais pas, l'accent canadien, quelque chose. Bernac. D'accord. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Merci Christophe. Et alors, comme je disais, on a une double collaboration, et oui, et pas des moindres, puisque notre deuxième invité en direct de Vancouver du SIGGRAPH, on a Jean-Christophe Rodier de 3DVF. Salut Jean-Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça nous fait super plaisir. Ceux qui ne connaissent pas ces deux-là, pardon, je suis désolé. Ouais, je disais, pour ceux qui ne les connaissent pas, ces deux-là, c'est un peu des vieux de la 3D. Ils ont un peu tourné dans tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment des gens qui ont vécu l'industrie de la 3D à plein de niveaux différents. Et je pense qu'il y a moyen de faire des émissions juste sur eux deux. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est sur le SIGGRAPH. Alors, expliquez-nous, les gars, un peu comment ça se passe là-bas. C'est quoi ce SIGGRAPH après 2 ans de Covid où on n'a pas pu faire l'événement? Eh ben, écoute, la première question qu'on se posait, mais même quand moi je suis arrivé la semaine dernière. Jean-Christophe. Et ensuite on se pose tous une question. Oui, c'est Jean-Christophe qui parle. Pardon. Oui, non, t'inquiète. Et donc on se posait tous une question, c'est va-t-il y avoir du monde? Et je pense qu'on a eu la réponse très rapidement ce lundi. Il y a effectivement beaucoup de monde. De mon côté, j'ai cru comprendre qu'il y avait environ 7000 personnes présentes ici. Ok. Et je peux vous dire qu'il y avait une très très longue file d'attente le lundi matin pour récupérer l'accréditation. Et au salon qui a commencé, à l'Exhibition Hall qui a commencé mardi, il y avait également pas mal de monde. Donc, plutôt très 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 positif. D'accord. Et habituellement, il y a combien de monde parce que 7000 personnes, ok, super, mais aux États-Unis, des fois, ça veut dire une moitié de stade, quoi. Ouais, non, je pense que alors en plus on est à Vancouver, donc il y a toujours un petit peu moins d'affluence à Vancouver. Mais en général, sur Vancouver, il y a entre 15 et 16 000 personnes. Ouais, la dernière annonce, c'était 16 000 personnes de mémoire. Hein. Comment ?
Le dernier event à Vancouver, c'était 16 000 personnes de mémoire. C'est ça, oui. Puis tu en rajoutes 3-4 000 pour. Vancouver, 16 637 pour être exact. C'est ça. Alors, ça peut vous sembler petit si je dis divisé par 2, voilà 7 000, mais il ne faut pas oublier, comme l'a dit tout à l'heure Jaco, eh bien c'est un événement hybride. Donc, il y a énormément de monde qui sont aussi connectés depuis leur foyer. Par exemple, notre collègue Benoît de 3DVF, eh ben, lui, il suit tout le SIGGRAPH de Paris. Du coup, c'est assez sympa parce qu'avec Benoît, on échange un petit peu par WhatsApp en l'occurrence, et ça permet d'avoir moins l'effet je suis juste tout seul devant mon écran à 10h du soir pour suivre le truc. Il y a quand même un échange qui se fait, il y a quand même un peu de connivence, le truc qu'on cherche à avoir lorsqu'on se déplace sur l'événement, et qui fait partie du côté un peu communion de l'industrie de la 3D, quoi. Donc ça fait du bien. Et c'est vrai que c'est un événement hybride et que, moi, j'ai pas l'habitude de ce type d'événement, hein. Clairement, c'est pas ma came, le côté hybride. Moi, je préfère voir les gens, je préfère faire des bisous, boire des coups, raconter nos histoires, raconter nos difficultés, nos succès. Je trouve que c'est le moment qui s'y prête. Et c'est vrai que là, c'est un peu différent. Voilà. Heureusement que vous êtes là, les gars. Merci. C'est ça, mais en tout cas, il existe, il y est après 2 ans de Covid, donc il y a quand même du monde qui s'est déplacé, un peu moins que d'habitude, mais en tout cas, il y a quand même du monde, donc ça, c'est cool. Ça, c'est au niveau du public, mais alors au niveau des pros, etc., parce qu'il y a le SIGGRAPH, pour résumer un petit peu à nos auditeurs, c'est quand même des conférences, c'est aussi un hall d'exhibition, donc avec des stands un petit peu comme à Annecy, quoi, comme au MIFA à Annecy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Enfin, oui. Je vais peut-être laisser parler les autres. Et du coup, est-ce qu'il y a autant de stands qu'il y a 2 ans, 3? J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. C'est Christophe. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins, mais pas énormément moins. Donc ça reste une exposition très agréable à visiter, avec donc des gros stands comme AMD, F-Track, et beaucoup de motion capture aussi. Beaucoup, donc Vicon, Rococo, qui a d'autres, je sais plus les autres. Manus, ils y sont tous, hein. Tous ceux de la motion capture et ceux qui font aussi de la motion capture à partir de vidéos, donc d'intelligence artificielle aussi. Il y a quelques stands comme ça. Donc c'est pas mal axé là-dessus. Et puis après, tu as aussi une partie des exposants qui, eux, n'ont pas de stand dans l'exhibition hall, mais qui louent des salles pour faire des présentations. Donc c'est pas vraiment des conférences, c'est plus des présentations du produit avec des experts du produit qui te montrent un peu des tips ou les nouveautés qui vont arriver. D'accord, ok. Il y a aussi cet outil-là pour voir les produits. Ça marche. Question à la con, est-ce qu'il y a, parce que je m'étais fait la réflexion, on s'était fait la réflexion justement dans les émissions sur le festival d'Annecy, est-ce qu'il y a un stand ou la présence en tout cas de Autodesk? Non. Un truc qui revient au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire que les gros éditeurs historiques font moins de shows. Et j'ai l'impression aussi qu'ils promeuvent moins leurs outils, tant et si bien que dans les différentes conférences auxquelles j'ai pu assister, moi, online, du coup, il y a des outils qui ne sont plus cités, qui ne font plus partie du portefeuille d'outils utilisés de manière standard par l'industrie. C'est assez intéressant ce qui se passe. Du style 3ds Max, pour ne pas le citer. D'accord. C'est-à-dire que quand on voit les partenariats sur des technos, machin, tout ça, tu as toujours du Unity, tu as toujours du Maya, tu as toujours du Substance, machin, des trucs qu'on voit assez régulièrement maintenant, mais on parle plus de 3ds Max. Alors, on parle de Maya, certes, mais plus de 3ds Max. Donc ça me questionne beaucoup, les stands que tu vas trouver au niveau des éditeurs dans l'Exhibition Hall, ça va être Unity. Il y a un beau stand de Unity. Il y a un stand de Maxon qui est un peu chelou, pas très joli, un peu, alors minable, c'est peut-être un peu fort, mais
C'est étrange Il y a comme, SideFX. Ils ont une table. alors SideFX, ils ont une table pour du recrutement et ils envoient aussi, ils ont des pièces à part et ils ont deux rooms dédiés et ils envoient dans les rooms. Donc, Ouais. ils font pas de présentation sur ils parlent pas de ça. Et après, ce que tu as aussi, c'est par exemple des coopérations avec AWS, qui louent, non, ils louent pas, mais Donc qui, Amazon Web invitent Service, ouais. voilà, qui invite des sociétés sur leur grand stand pour faire des démos. Et c'est pareil pour Nvidia. Donc chez AWS, par exemple, il y a Clarisse qui est là et qui fait des démos. D'accord. Comme ça, tu Sûr peux aussi les que éditeurs, s'ils n'ont pas les moyens ou l'envie de mettre un gros billet pour avoir un stand. D'accord, ouais, ils utilisent le stand pour, un petit peu comme avait fait il y a quelques années sur le stand de Progis, je me souviens qu'il y avait des démonstrations de ZBrush, de Maya, etc. Si je dis pas de bêtises. Après, Alors, juste Dynamics, pour un projet revenir. qui vend du logiciel, ça me paraît normal de montrer un petit peu les savoir-faire internes et puis les différents produits qui sont en vente. Dans le cas d'AWS, c'est assez étonnant qu'on ait un Clarisse dessus. Par contre, c'est une vraie réalité. En sortie de Covid, comme ça, après des années qui ont pu être un petit peu compliquées dans les méthodes de travail et dans la trésorerie, se dire d'aller comme ça dans un salon de l'autre côté du monde quasiment, et donc de dépenser un peu de fric pour faire du marketing et dire qu'on existe, ça peut être compliqué et je peux entendre qu'on soit un petit peu échaudé. Du coup, quand on a une opportunité comme ça qui nous est offerte en mode tenez, venez sur notre stand, comme ça vous allez pouvoir faire autre chose, ça vous évite d'avoir un stand à vous, etc., etc. Je trouve ça plutôt élégant. Ça me rassure pas des masses Alors, juste pour la santé des boîtes, mais je trouve ça élégant. d'accord. répondre à la première question de Doc sur Autodesk. Ouais. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fait, Autodesk, au même moment que SIGGRAPH, a organisé un salon pour ses vendeurs à Denver. Donc, D'accord. il n'y a Ok. aucun vendeur d'Autodesk. Et ensuite, Autodesk a organisé un dîner très privatif pour la presse. Et il n'y avait en fait qu'une vingtaine de personnes. Voilà. Et t'étais là? Ouais, j'y étais. Oh la vache. Alors Du coup, tu peux nous dire le message principal de ce dîner là? Alors, attendez, je reprends un petit peu mes notes. Je n'avais pas forcément prévu de parler de ça. Alors, ils vont présenter une solution qui s'appelle Moxion, qui est plus tournée pour. Alors, c'est vraiment un résumé de ce que je fais, mais c'est un short grid, mais qui est plus destiné au tournage on-set, en fait. Ok. d'accord, ça donc permet, sur en les fait, tournages live ou en tout cas sur des tournages sur fond vert, c'est ça? Voilà. Ok. Ensuite, C'est ils vont pas complètement révolutionnaire tout ça quand même. Non, je pense Encore pas. le fond vert? Ils vont complètement abandonner le FBX pour se focaliser Non. 100% sur le USD maintenant. Ben Ah. oui, évidemment. C'est un peu la grosse annonce du salon avec le côté trend autour de l'intelligence artificielle dans les différents domaines et le XR, les métaverses. Le gros message de SIGGRAPH 2022 pour moi, c'est allez-y les gars, allez tous sur l'USD. L'USD, c'est le HTML de la 3D, Dixit Nvidia. L'USD, c'est bien, mangez-en, quoi. J'ai l'impression d'en entendre à toutes les conférences USD, USD, USD. Et c'est très bien. Je trouve que c'est une super façon de faire. Mais on en prend dans toutes les oreilles, quoi. Ouais. Après, il y a eu un journaliste qui était à côté de moi qui touche un peu à la technologie. Donc, il lui a dit, mais attendez, moi, j'utilise beaucoup Houdini. Je ne comprends pas comment fonctionne exactement Bifrost. Est-ce que Bifrost est beaucoup utilisé? Donc, il y a eu un début de mea culpa, en fait, sur la communication qui a été faite, en fait, sur Bifrost, en disant que on aurait peut-être dû faire une communication différente et pas vendre seulement ça comme un outil en fait de DFX, mais on peut faire beaucoup plus de choses en fait avec Bifrost et on nous a promis une évolution importante de Bifrost dans les prochaines années. Moi j'ai posé la question, mais alors est-ce qu'avec Bifrost est-ce qu'on peut faire du muscle et comme on peut faire avec des outils comme Ziva? On m'a dit oui, ça arrive. Et alors après, le truc le plus marrant, si vous me donnez 2 minutes, je vous laisse discuter. Il y a un truc qui a beaucoup fait rire. Après, j'ai posé la question piège. Mais là, je vais vous laisser continuer. Je reviens dans 2 minutes. Il faut juste que je retrouve le message. J'avais pas préparé cette partie-là pour être honnête avec vous. Ça marche pas Et de je crois souci. qu'ils vont. Alors, Christophe, c'est marrant,
source Pardon. Pardon. aussi. Oui, c'est en open source. Ils Oui, vont c'est passer. confirmé. Hervé Oui, va oui. être en open source aussi. Ça faisait partie des annonces. Ouais. Harvey est en open source. Oui. D'accord, donc Ça, c'est quand même un truc assez étonnant, quoi. Autodesk qui déclare mettre en open source des outils, moi, ça me transcende. alors Deuxième fois que j'utilise le Harvey, mot. pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est une espèce de lecteur couteau suisse qui travaille notamment en grosse collaboration avec Shotgun, qui appartient à Autodesk également. Si je dis pas de on est d'accord là-dessus. Il y a quelques années, ouais. Il a été racheté, c'était Tweak Software, je crois. Ils l'ont racheté et donc ça permet de lire les EXR, de faire un peu de compos rapide. Alors, j'ai Comparer retrouvé des mon images, message, hein, etc. si vous me permettez. Je vous en prie, J'ai Jean-Christophe. posé une question. Alors, à quand est la prochaine mise à jour de Mudbox? Qu'il est drôle. Ça, c'est à la fin du repas ou c'était avant au début? Parce que sinon, t'as pas dû manger grand-chose. On avait déjà bien vu. Ah, ok. Et alors, du coup, Alors, c'est la question du écoutez, tonton déjà- gênant, tu sais, dans les oui, non, mais mariages et tout ça. Ça a bien fait autour de la table. Hein. Je me suis fait des potes autour de la table quand j'ai posé la question. Et du coup, alors, Mudbox, Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Alors, Mudbox, je vais vous le dire littéralement. Alors, c'est en anglais. Mudbox, c'est Mudbox déconstructive. Et là, il y a eu encore un autre blanc. Et ça a eu. Alors, je sais pas comment traduire déconstructive. Ça devient déconstructif. En fait, c'est en gros, il le laisse tomber, quoi. D'accord, ok. Encore un. Faire un mix de Mudbox, je suis désolé. Donc, en tout cas, ça a bien fait rire, en tout cas, à table. D'accord, Dommage, donc comme c'est un XSI, c'était comme sympa comme voilà. Ouais. Enfin. Voilà. Je ne m'avance pas, mais voilà, en tout cas, ça a été la question piège et je pense que le gars, il était un peu gêné à ce moment-là. Ça marche. En tout cas, ça a décoincé tout le monde. Alors, sinon, point de vue conférence, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que le temps file, je sais que vous avez des rendez-vous après, d'ici 20 minutes. Du coup, qu'est-ce que vous avez vu comme conférence qui vous a en tout cas bien chauffé, bien hypé, ou qui vous a bien fait rire? Alors, Qui veut moi, j'en commencer? ai- Christophe? Christophe, je commence. Allez. Non, oui. J'en ai pas vu des tonnes. J'ai vu une conférence sur la Virtual Prod. Et alors, ça a commencé par quelqu'un de la Film Academy, donc à Stuttgart, là, parce qu'ils sont assez maqués avec le FMX, hein, le SIGGRAPH. Là, il y a des gens du FMX qui viennent un peu voir les conférences et les futurs contributeurs pour le FMX, tout ça. On les voit ici aussi. Et donc, il a parlé du côté green que peut avoir une production en virtual prod. Il a commencé et dit bon, ici c'est peut-être pas trop encore arrivé sur ce continent le côté green. On sait que chez nous, par exemple en France, le CNC pousse et c'est une très bonne chose, hein, pousse à ce qu'il y ait des pratiques vertes dans l'utilisation de la 3D et de tout ce qui touche au tournage. Alors Donc, attends, qu'est-ce que tu entends par Virtual Prod par rapport au côté green? Virtual Prod, donc c'est, tu veux que je parle de Virtual Prod, donc c'est sur un plateau, tu as soit un fond vert, soit un fond LED, et avec des comme principalement Unreal. Au moment où tu tournes aussi ta 3D. Tu captures ta 3D, il y a tout qui est fait en même temps. Ok. D'accord. Donc lui, il a analysé le bilan carbone, on va dire, d'une production qu'il fait à la Film Academy à Stuttgart, d'une production classique avec la construction d'un décor, la post-production classique plus tard, donc le temps passé à faire, le temps de rendering, et puis par rapport à cette année, ils ont attaqué des productions avec ses élèves, donc alors je sais pas s'ils ont des LED ou si sur fond vert, mais déjà avec des décors allégés, avec l'utilisation d'Unreal, et il a fait des metrics pour arriver à sortir un bilan carbone et dire voilà le rapport, on est sur un rapport comme ça. Alors il a admis que pour lui c'était premier essai, quoi, que les chiffres devaient être plus travaillés, et évidemment que c'était en faveur de la production virtuelle, ne serait-ce déjà par le coût du décor
quelque part foutu à la poubelle après. Et puis aussi par le fait qu'on soit sur des moteurs temps réel, donc avec moins de temps de calcul. Ouais, mais quand même, pour éclairer un mur de LED, quand on voit les murs de LED, par exemple, qu'on a vu sur Mandalorian, c'est énorme. Ça doit nécessiter pas mal d'électricité. Enfin, tu vois, au niveau vert, ça me paraît chelou. Oui, il faudrait faire ce genre de plateau directement en France parce qu'on a un mix énergétique beaucoup plus intéressant que les États-Unis ou que les UK. Et là, on aura un vrai bilan carbone super cool. Cocorico. Et après, si tu veux, c'est où ça commence, où ça finit le calcul du bilan carbone. C'est-à-dire que quand tu parles des LED, il y a est-ce que c'est juste, tu me parles de la consommation électrique, mais la fabrication de la LED, le recyclage de la LED, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, il y a encore des choses à mettre. Tout ça, ça se met en place. Lui, il le dit, ça se met en place. Moi, j'ai sorti des chiffres comme ça et pour avoir une base de discussion, mais je sais que ça peut être grandement amélioré. Donc, c'était pas inintéressant. Après, il y avait des choses qui me parlent un petit peu plus. Et donc, l'équipe de Netflix qui va aussi réaliser quelque chose en open source pour la calibration. Et là, si tu veux, à OFMX, déjà, on avait vu des conférences là-dessus. C'est-à-dire que, quand la LED est arrivée, là, c'était un nouveau jouet, tout était super, fantastique. Et on va pouvoir tout faire avec la LED, ouais. Voilà. Et puis maintenant, ça commence. Il y a plus d'utilisateurs, ça commence à mûrir, tout ça, et on voit les soucis. Un des soucis, c'est la calibration optique, et qu'il faut qu'on puisse calibrer les optiques et envoyer la distorsion dans Unreal et que tout ça soit fait. La distorsion chromatique, c'est ça dont tu parles? Ouais, ça, ouais. Il y a un autre truc qui est vachement intéressant, que j'ai vu une conférence qui parlait de ça justement. C'est à quel point l'éclairage avec des LED sur les personnages humains était pété à l'origine, parce que dans les longueurs d'onde qui étaient envoyées pour éclairer les gens, tu avais un trou notamment dans les oranges, les jaunes, et du coup ils ont mis en production des éclairages mieux adaptés pour l'éclairage d'acteurs, en incluant en plus du rouge, du vert et du bleu, des LED un peu orange et des LED un peu jaunes pour avoir des tons de carnation beaucoup plus intéressants. Et ça fait partie de recherche et d'un papier qui a été diffusé. Oui, c'est Paul de Bévec, là, qui d'ailleurs, puisque tu en parles, donc Paul de Bévec, c'est un gars là, avait fait un papier il y a de nombreuses années, c'était un peu les débuts de la photogrammétrie, ce papier, parce que je l'ai croisé hier, et on en a un peu parlé. Il a 25 ans, ce papier, et après, donc, il a commencé par la photogrammétrie, après, il a fait des choses sur les HDRI, et après, il avait fait, peut-être, tu te rappelles de ce papier, Géco, à partir d'une HDRI, il avait fait une sphère où il avait mis des LED, justement, et ça permettait de rééclairer les acteurs. Enfin, là, c'était juste le visage des acteurs, mais c'était le début un peu des probe light ou un truc comme ça, son truc. C'est grosso modo le Mandalorian, mais 10 ans avant, où tu étais dans une armature hémisphérique, et à chaque point de l'armature, tu avais une lampe rouge, une lampe verte et une lampe bleue, et avant la LED, donc. Et ça permettait d'inclure un acteur à l'intérieur d'une scène 3D. Et là, beaucoup plus tard, on est sur des productions qui fonctionnent, qui ont un certain nombre de problèmes, notamment dans le domaine de la colorimétrie, peut-être la photogrammétrie aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'on se pose les vraies bonnes questions pour avoir des vraies bonnes couleurs à l'intérieur de nos métrages. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, je repars un peu sur de Vévec, je digresse un peu, mais ce qui est marrant, donc aussi là, si tu veux, derrière nous, derrière notre salle, là, on a une salle où il y a des posters. C'est des posters techniques. C'est des gens qui sont sur un poster, ils doivent expliquer un peu un développement technique qu'ils ont fait. Si tu as cet homme-là de Bévec, donc qui est une sommité, il a son poster là, et entre 12h30 et 13h30, il est devant son poster et il explique aux personnes qui passent ce qu'il a développé pour Netflix. Et en même temps, dans le même environnement, tu as des jeunes qui sont passés sur notre stand de l'école supérieure de génie informatique, ESGI, et qui ont aussi été sélectionnés pour avoir des posters. Donc c'est marrant d'avoir ces jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui ont un poster, et lui qui franchement n'a pas besoin de ça. De Bévec, c'est juste le mec qui a inventé les HDRI. Aujourd'hui, tu n'as plus un artiste 3D qui éclaire autrement qu'avec des HDRI.
Et Donc c'est assez émouvant. ouais, De voir- enfin, j'imagine, je ne sais pas si ces jeunes gens connaissent le passé de cet homme. Peut-être qu'ils le découvriront plus tard, mais d'avoir le poster en même temps que lui et à 2 mètres d'écart, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc il y avait cet cet outil de calibration, plus un peu, donc, comme tu disais, des outils de profiling de RGB pour corriger les erreurs. Et après, la dernière, je vais vite pour passer la main. Et après, la dernière, le truc qui était pas mal intéressant aussi dans la Virtual Prod, c'était le fait que bon, Unreal, c'est un super truc et tout, c'est incroyable, Temps mais réel, tout ça, ouais. c'est pas encore du précalculé, quoi. Donc, quand tu veux sortir des choses très très jolies, c'est pas toujours possible de le sortir en temps réel. Donc là, une des possibilités, c'est de faire uniquement de la prévise. Ça, j'ai déjà vu ça sur des sets en France. Tu fais uniquement de la prévise sur le plateau. Tu enregistres tous tes mouvements de caméra, tout ça. Et après, tu relances un calcul de Unreal un petit peu plus poussé pour monter en qualité. Ça, c'était quelque chose qui était sponsorisé par Foundry et Nuke, puisqu'ils ont un outil, un plugin, je ne sais pas exactement, mais une connexion, un Unreal Reader. Et donc, ça permet de relancer le calcul après et de refaire le compo de manière automatisée pour que dans les 2 heures qui suivent, le réalisateur il ait une meilleure qualité de ce qu'il a vu sur le plateau en prévise. Donc D'accord, ça, ok. c'était assez intéressant, cette possibilité, cette idée de dire, bon, ok, pour l'instant, malgré la super vitesse des cartes Nvidia, malgré le Unreal 5, tout ça, il y a des choses où on est un peu limite. Donc, on s'offre la possibilité de relancer un petit calcul derrière. Alors, ça reste des calculs de quelques secondes. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire, ce qu'on a en temps de calcul, en précalculé. Mais c'est impossible pour du temps réel. Donc, ils appellent ça du near real time. Et ça permet sur les prods d'avoir cette automatisation. Ça, c'était assez intéressant. D'accord, donc tant qu'on n'a pas les ordinateurs quantiques, en gros, il va falloir qu'on fasse ça, quoi. Soit tu fais des trucs simples où tu mets pas de voiture qui bouge dans tous les sens, ou tu mets. Non, mais enfin. Ça marche. Là, la scène, c'était plutôt. Il y avait beaucoup de mer, il y avait des explosions, des particules, donc c'était plutôt ça où ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient à l'écran et ils préféraient recalculer. Puis du coup, après, pour peut-être qu'il y ait quelque chose d'un peu plus homogène, ils ont tout passé en recalculé, mais voilà, très très rapide. Et le réalisateur et l'équipe, la direction artistique, ils l'ont dans quelques heures qui suivent, ils ont leur plan, quoi. ça veut dire qu'on est encore dans de l'artisanat, on n'est pas dans la standardisation. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi grave, c'est qu'on voit des trucs qui spawnent à droite, à gauche, et qui sont encore en mode bricolage. Moi, je me souviens, on parlait tout à l'heure de Paul Debevec. En 2018, il avait lancé tu sais, le Lightfield. Là, c'était une méthode d'acquisition avec plein de petits appareils photo ou des webcams, là, pas des webcams, des sportcams, là, des GoPro, des choses comme ça. Et sur un arc de cercle, il les faisait tourner et ensuite la totalité de la captation était mise à l'intérieur d'un moteur de rendu 3D temps réel où tu pouvais bouger la tête à droite, à gauche et tu avais cette impression de 3D et de volume. Mais je vais laisser parler les autres, pardon. Non, parce que le temps file. Merci du coup, Christophe. Et du coup, je me tourne virtuellement vers Jean-Christophe. Toi, qu'est-ce que tu as vu qui t'a hypé? En conférence, on parle, hein. Ouais, en conférence ou sur un stand, d'un coup, tu as vu un truc complètement dingo. En conférence, rien. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme on a avec 3DVF, on a un badge presse, on a plus facilement accès en fait à des one-to-one et à des interviews en fait. D'accord. Et donc en fait, on a interviewé un paquet de monde. Et toutes ces vidéos seront bientôt disponibles sur 3DVF. Donc je vais essayer de vous faire vite. Le premier jour, on a eu la chance de rencontrer Steve Alkowski. Il a travaillé sur Alien Resurrection et Ice Age 1. Ensuite, on a rencontré Valérie Bernard. Elle est en recherche et développement à Animal Logic.
et elle présentait un papier en fait sur les déformations. Ils ont développé un outil pour faire des déformations pour les animateurs sur leur dernier film Pets. Le deuxième jour, vu que l'Exhibition Hall avait ouvert les portes, on est allé voir nos petits Frenchies comme GoLM, ForDeview, Range Computing et également TechViz. On a discuté également avec Rick Hack qui bosse chez Intel et puis comme ça il nous a présenté le GPU Arc. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est Intel, ils sont de retour dans le GPU quoi. D'accord. Enfin. Et donc ça s'appelle Arc, donc ils nous ont bien présenté sur leur stand et puis on a pu les interviewer. Et puis après, alors t'es allé voir un autre stand qui est pas très loin de celui de Range Computing et d'Exaion, qui s'appelle Innovation. Et alors en fait eux, ils font du tracking sur les yeux. En fait, on met des lunettes et ils vont faire le tracking des yeux, mais la pupille, l'iris, c'est très très précis. Je sais pas si tu l'as vu, Christophe, mais j'ai la tête du bon. Ouais. Tu mets les lunettes. J'ai pas compris trop ce qu'il faisait. Alors, on appelle ça du rendu fovéal. Je ne connaissais pas ce terme. Fovéal. Je trouve que t'as un cornet là, non ? C'est pas ça la fovéal ? Je crois, oui. T'as un point noir là, à l'intérieur de l'iris, ouais. Ouais, qui correspond où il y a le nerf optique qui passe. Là, t'as pas de photorécepteur, je crois. Enfin, tout ça. Non, c'était vraiment très précis. Donc, c'est toujours en cours de développement. Et hier, on est allé voir le stand qui est à côté du nôtre. Donc, c'était Rococo. Et puis, on a eu la guest star, Marc Petit, qui est venu répondre pour 3DVF aussi. Et aujourd'hui, on a quelques rendez-vous. On doit aller voir Hypertech. On a un rendez-vous avec Rise FX. Et puis après, on a notre après-midi Pixar avec le CTO Pixar. Et puis, quelqu'un que tout le monde connaît, je pense, dans la communauté, c'est Dylan de Renderman. Ah, qui va vous présenter Renderman 25. Et bien oui, en plus, on a eu une petite présentation hier soir à la soirée Renderman avec Christophe et c'était plutôt... C'est bien. C'était bien. Ouais. Je crois que c'est la même conférence qu'il y avait eu à Annecy aussi. On en avait parlé d'ailleurs dans les émissions d'Annecy et qu'effectivement, ça avait l'air... Pardon, en fait, à Annecy, ils vous montraient ce qu'ils étaient en train de développer. Donc, on va dire que c'était toujours développement. Là, maintenant, c'est fini, c'est l'officiel. Mais effectivement, ça se rapproche de ce qui a été montré à Annecy, avec le denoiser. Le denoiser, le XPU, etc. Enfin, tout ce qui est... on utilise le GPU et le CPU conjointement pour calculer les images, denoiser, etc. Après, c'est très focalisé sur le denoiser. Oui, c'était très focalisé. Je pense que le XPU, c'est pas encore tout à fait fini, même si ça fait de nombreuses années que c'est en cours de développement. Bien axé sur le denoiser. Bon, moi après les denoisers, j'aime pas trop ça, donc il faut tester. Non, j'aime pas ça parce que quand tu passes plein de temps à faire, t'es sur Substance, là tu t'amuses, tu fais des petits leaks, des petits machins, et si c'est pour que après, alors là c'est pas le cas, d'après ce qu'on a vu, ça sort pas tout blurré, donc c'est déjà ça. Et dans quelle mesure le denoiser il sait ce que j'ai voulu faire, parce qu'on a vu des choses où ça partait vraiment avec très très peu de samples. One sample, à un moment. Ouais, one sample. Donc tu te dis ok, mais comment tu sais moi ce que j'ai vraiment voulu faire dans ma texture. Donc ce que le test c'est de lancer plein de sampling, de voir ton image vraie finale ce qu'elle donne et ce que le denoiser te sort. Là, on peut commencer à discuter de l'intérêt du denoiser. Mais je crois que leur denoiser sur Renderman 25, justement, c'est avec une intelligence artificielle, non ? Oui, c'est ça. Mais justement, il faut bien qu'il ait un dataset d'apprentissage. Et je sais pas. Moi, j'ai toujours un peu une petite appréhension de savoir dans quelle mesure ça va pas me péter mes textures et mon travail. Si lui, il invente des traces à la place de celles que j'ai mises, je sais pas. Faut tester. Après, c'est Pixar, hein, donc j'ai confiance. Mais
Pixar, Je pense que Pixar, ça peut être Pixar plus, intéressant avec le cinéma. voilà, plus le pognon de Disney, je pense qu'il y a moyen qu'ils sortent un truc qui soit pas dégueulasse. Juste pour la petite anecdote, cette année, il n'y a pas de tipote. Voilà. Il n'y a Quelle pas de horreur. tipote. Donc, nous ne sommes pas revenus avec des tipotes. L'année prochaine, il y en aura 2, mais par contre, on a eu des casquettes. On a eu des casquettes. Et Ah, on était réduits. On était que 300. C'était voilà, parce que en fait, j'avais parlé à Wendy qui s'occupe de l'événement et à Annecy. Je lui dis alors vous allez faire une soirée Pixar et elle me dit oh non, ça va être très petit cette année, très famille avec les amis. Ah ok, combien? Juste 200 personnes. Ah oui. Bah, c'est une grande famille en même temps. Là, et après elle me dit oui, mais d'habitude on est 3000. Oh putain. Toi, tu te souviens, Vincent, à Los Angeles, quand il y avait la queue immense. Ouais. Si, c'est Mais c'est voilà. toujours aussi bruyant. Même à 200, c'est toujours aussi bruyant. Voilà. Putain. Je me souviens surtout comment t'as grillé les places. Ceux qui restent aussi graves ceux qui se passent aussi graves doivent rester aussi graves. Pardon, désolé. Wendy. Il s'est passé plein de choses avec le doc à Annecy, mais ça restera à Annecy. Chut, hop. On en reparlera l'année prochaine quand on y retournera, parce que oui, on va y retourner. Et puis l'année prochaine, on essaiera aussi, nous, d'y aller directement sur place et de faire des émissions, pourquoi pas avec vous, messieurs Jean-Christophe et Christophe, des émissions directement au SIGGRAPH 2. Alors, est-ce que ça va se passer à Vancouver ou pas en 2023 ? Oui, c'est annoncé déjà. Oui, c'est annoncé. C'est marqué. Inscrivez-vous, réservez pour Los Voilà, Angeles. Los Angeles, et ça sera la 50e édition du SIGGRAPH. Oh punaise 50 ans que ça existe, ce machin-là, c'était fou. Hein. 50 ans, Voilà. donc en gros, il faut pas louper ça, et ce sera en plus à Los Angeles. Tout à fait. Bon, Et on donc, va réserver nos je vais places. Exactement mes places pour le comment ça s'appelle le centre Star Wars là. Vous savez, il y a juste à côté, jusqu'à côté du Convention Center, il y a un parc d'attractions Star Wars qui a ouvert en 2018, je crois. Et donc je vais prendre mes billets SIGGRAPH et je vais aller aussi prendre mes billets pour ce parc d'attractions. Je veux faire le Faucon Millennium version Unreal là. Et tu parles à Los Angeles, le truc? Ouais. D'accord, je ne savais pas. Juste à côté du musée ILM, LucasArts, Star Wars. D'accord. Après, il y a Ok. juste un petit bémol là, c'est le SIGGRAPH, je vais juste finir avec ça. Vas-y, Tu te souviens du VR Theater, il y a Vincent? Oui, je me souviens, ouais, très bien. Ouais, D'ailleurs, j'ai il est vu très le pauvre, cette année. reportage avec Il Romain. est très pauvre. Il nous montre que 2 films. Ce n'est pas du tout interactif. C'est comme être dans une salle de cinéma. Et puis sur le 2e film, ils m'ont même coupé. Donc j'ai pas regardé la fin du film. Très déçu du VR Theater. Après, moi, de mon côté, il y a aussi un espace qui s'appelle Emerging Technology, où c'est des universités, des labos qui présentent des espèces de prototypes. Alors, ça touche ou l'art ou la techno. Et j'ai trouvé ça un petit peu moins bien que ce que j'avais vu précédemment. Il y avait alors le truc qui m'a le plus amusé parce que je vois pas trop l'utilité. J'ai dit tiens, c'est amusant quand même d'avoir cette idée. C'est donc on parlait du tracking de l'œil là. Tu regardes une photo, ton œil est traqué et derrière l'écran, ils ont mis un chauffage avec des ailettes comme des persiennes qui peuvent s'ouvrir ou se fermer si tu veux. Et suivant l'endroit où tu regardes de la photo, si tu regardes la photo là où il y a le soleil, les ailettes s'ouvrent et ça te libère de la chaleur. Et après, tu regardes, je sais pas, et là, c'est un coucher de soleil. Tu regardes le sable, donc là, c'est un petit peu moins chaud. Donc les ailettes se ferment un peu. Donc tu as moins de chaleur qui passe à travers l'écran. Donc j'ai trouvé, c'est le truc j'ai dit, tiens, mais c'est quand même assez bizarre, cette idée de dépenser de l'énergie comme ça, alors qu'on essaye partout de dire, il faut être économe en De faire de l'économie, ouais. Et là, ils font des écrans qui émettent avec un chauffage derrière, quoi. C'est peut-être pour l'hiver, je sais pas. Ouais, c'était. On va peut-être en parler à Carnot, puisqu'on a fait une émission avec Carnot. Il y avait eu les gens de Carnot, mais ils auraient cramé le stand. Bon. Alors moi j'ai 2 questions à vous poser les gars, avant de fermer. Petit 1, Electronic Theater.
Avez-vous pu y participer? Alors, je vais juste féliciter tous les Français, parce que l'Electronic Theatre, je ne sais pas combien on a de films français, toutes les écoles françaises, l'ESMA au moins 2 films, l'école des images a aussi également des films, mais très très bien représenté au niveau français étudiant. Qu'est-ce que c'est Je ça, crois que Electronic Theatre? C'est quoi? en fait, il y a des films en compétition, des courts-métrages en compétition, Ok. et en fait, on nous les produit Je crois pendant qu'ils 2 deviennent heures. professionnels à partir du moment où ils ont fini leur dernière année. Et dans bien des écoles, notamment des écoles françaises, on fabrique un film d'animation. Et le SIGGRAPH est l'endroit où on va présenter ça au monde, quoi, je veux dire, de manière internationale. Il y a d'autres endroits où ça se passe, mais le SIGGRAPH, c'est vraiment la grande messe. Et ce qui est génial, c'est que au fur et à mesure des années, on a effectivement un savoir-faire particulier en France et des étudiants qui sont hyper dynamiques et qui nous font des images qui n'ont rien à envier aux professionnels. Et ça fait plaisir. Ouais, bravo les gars. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, je confirme. Il y a des films français, vraiment, ça n'arrêtait pas. Après, il y avait des histoires un peu conceptuelles. Bon, c'était difficile à suivre. Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu long. Et puis, ils avaient mis un peu la clim dans la salle, donc j'avais un petit peu froid sur la fin. Mais sinon, oui, c'était sympa. Voilà. 33 ici, là. Ça marche. La deuxième question, c'était, il y a un truc auquel j'ai pas pu participer parce que c'était pas online. C'est le We Don't Talk About Bruno. Il y avait un sujet sur Encanto avec Walt Disney qui présentait un peu le film, comment ils ont boosté, etc., etc. Est-ce que vous avez pu y participer? Non. Non. C'était dans les production sessions et c'est vrai que c'est pas disponible sur la version online. Non, on n'a pas vu tout ça. Ah, il me semble l'avoir vu, Géco. Ah bon? Oui. Ah bon. Mais peut-être à Annecy, non? Non, là, sur le SIGGRAPH. Merci, Jean-Christophe doit partir. Merci beaucoup. Oui, désolé. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, de toute manière, toutes les interviews que j'ai listées seront disponibles sur 3DVF, donc n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Voilà. Et Ça marche. On vous tient en cours. On mettra tout ça dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, les gars, et bonne fin de SIGGRAPH. Vraiment. À bientôt. Ciao, Bye. ciao. Ciao. Bon, bah voilà, bah merci Géco de cet éclairage. Donc, comme je vous ai dit, petite émission et tout ça, on a essayé de faire un petit peu le tour. On fera une émission un petit peu plus dodue avec Benoît Rogez, donc de 3DVF, dans quelques jours. Et puis comme ça vous fera vos 2 émissions pour le mois d'août. Hein, voilà. Et puis on est comme ça chez CGY. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que t'en penses, toi, tu veux dire Géco? qu'on est dodus chez CGY? De quoi? Tu veux dire qu'on est dodus chez CGY? Non, on est généreux. Ah d'accord, C'est pas la pareil. générosité. Moi j'aime bien. Moi. Il faut être généreux. Ça me fait penser à cette fameuse tartiflette. Pour Moi ceux je vais. qui ont pas la ref, c'est un comment on appelle ça, c'était pas un tweet, c'était oh zut, j'ai plus le terme, il y en a tellement. Carrément. Un reel. Les photos sur Instagram qu'on a postées lors du festival d'Annecy. Voilà, une petite pendant vidéo. l'enregistrement d'un des podcasts, on était en train de préparer une tartiflette. Et donc dans le son, vous avez le four qui tourne, qui sonne à la fin du podcast. C'était assez drôle. Et ça a fait rigoler tout le monde, quoi. On essaiera de vous en faire si vous aimez ça. Voilà. Donc, vous aurez donc d'autres nouvelles du SIGGRAPH dans l'autre émission. Ne fuyez pas, ce n'est pas que technique, c'est aussi artistique et c'est surtout un state of the art, c'est-à-dire de là où on en est et puis là où on va, puisque visiblement il y a quand même beaucoup d'USD. Ces 3 lettres sont très très utilisées en tout cas dans les conférences. On en reparlera donc avec Benoît la prochaine fois et puis en attendant, portez-vous bien, regardez les articles de 3DVF et puis on vous fait des gros bisous les bipèdes et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout
si vous aimez tout ça. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, envoyez-nous des mails, envoyez-nous des commentaires, etc. Donc cgypodcast@gmail.com par exemple. N'hésitez pas surtout pour nous donner votre avis et si vous avez envie qu'on recommence, qu'on fasse ce genre de choses. On a testé ça cette année. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine fois. Salut Djeko, salut les poditeurs. Salut, à bientôt les bipèdes. Ciao.